Une après-midi qui est dotée de 2 tables rondes. Une première table ronde sera sur service public, efficacité, culture de responsabilité par rapport à la culture de l'innovation, que j'aurai le plaisir d'animer. Et une seconde table ronde qui sera donc sur la mutualisation et partenariat, source d'innovation pour la ville de demain. Mais auparavant, nous avons la chance d'avoir la directrice générale adjointe de stratégie, développement responsable et communication de Mediapost, Sophie-Noël Nemo, qui, parmi différentes choses dans sa carrière, nous expliquera notamment le lien à la fois pour les Mediapost, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a la question d'adresser le courrier comme un média, et non pas simplement un outil ou un moyen, mais c'est bien une finalité, et des croisements notamment avec d'autres médias, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité du média courrier, et qui, d'autre part, permettra d'aborder également la question de l'association Culture Papier, qui est intéressante pour ce propos, dont Sophie-Noël Nemo est aujourd'hui vice-présidente. Donc Sophie-Noël, pour qu'on puisse garder ce temps, je me permets simplement cette rapide présentation de votre part. Merci beaucoup d'être là, avec nous. À vous la parole. Bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation. Alors, plus largement, pas seulement au niveau de Mediapost, qui est une filiale du groupe La Poste, et plus particulièrement du métier courrier au sein du groupe La Poste. Je vais donc essayer de vous expliquer comment un grand service public fait de l'innovation depuis longtemps et encore plus actuellement compte tenu des défis qui lui sont posés. En sachant que j'ai bien compris que cette journée tournait autour de comment concilier des paradoxes, par exemple l'efficacité et la responsabilité, par exemple la puissance liée à la taille et l'agilité dans les décisions. Et je crois qu'effectivement, en tant que manager, on a beaucoup de travail à faire, non pas pour choisir un des pôles, par exemple, je vais faire que de l'efficacité, la fin justifiant les moyens, peu importe les dégâts que mon entreprise provoque sur l'environnement, par exemple, ou sur mes salariés, ou à l'inverse, dire je ne vais faire que, entre guillemets, dans le social, sans tenir compte de l'obligation économique qui est qu'à un moment, il faut gagner de l'argent pour payer les salaires de ses employés. La difficulté qu'on a aujourd'hui de plus en plus, c'est de concilier des paradoxes. Donc je vais essayer de vous montrer comment, au sein du groupe La Poste, et plus particulièrement au sein du métier courrier de La Poste, nous essayons de répondre à ce paradoxe par l'innovation. Ah, c'est ça, je crois que c'est le magnéto, en fait, pardon. Donc, qui sommes-nous? Très rapidement, le groupe La Poste est un groupe d'une grande taille qui a, et ça c'est peut-être le premier élément d'innovation, beaucoup évolué dans sa structure. Historiquement, le groupe La Poste était un monolithe, complètement administration. Il y a eu un premier stade où La Poste est devenue un EPIC, en 1992. Et puis récemment, pour des besoins d'investissement, d'agilité, elle est devenue une société anonyme à capitaux totalement publics. Et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en mars 2010. Ceci a beaucoup d'incidences, y compris en culture interne, puisque quelque part, nous devenons une entreprise comme les autres, mais pas exactement comme les autres. Donc on verra aussi comment on concilie ces deux obligations. Quand je suis rentrée à La Poste, il y a une quinzaine d'années, c'était un monolithe. On travaillait à La Poste. Et puis, il y a eu une fragmentation, une spécialisation par métier. Aujourd'hui, le groupe La Poste exerce 4 grands métiers. Le courrier, que vous connaissez très bien, le colis, que vous connaissez aussi sans doute, la banque postale, et puis au service de ces 3 métiers, l'enseigne, c'est-à-dire les bureaux de poste, dans lesquels sont distribués courrier, timbre, colis et services financiers. C'est un réseau très capillaire, 17 000 points de contact répartis sur toute la France. Presque toutes les entreprises sont clientes de La Poste. Et malgré, j'ai envie de dire, l'ouverture à la concurrence depuis le début de l'année, je pense que ça restera vrai parce qu'il y a une puissance, une capacité à passer devant tous les foyers tous les jours. Et on le verra, une capacité d'innovation marketing pour accompagner les annonceurs dans leurs propres besoins de communication et de développement. Nous sommes une entreprise logistique. Il faut bien comprendre que si le groupe La Poste est un groupe de services, nous avons besoin, pour rendre ces services, d'une organisation logistique extrêmement affûtée, très industrielle, puisque nous distribuons 27 milliards d'objets par an dans tous les foyers français, ce qui nous permet de réaliser un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros. C'était évidemment le chiffre 2010. Nous sommes une entreprise
de services, nous sommes une entreprise industrielle, nous sommes une entreprise de main-d'œuvre. Vous voyez 276 000 collaborateurs, dont 16 000 facteurs. Concrètement, les personnes qui passent tous les jours devant chez nous, ce sont ces 100 000 facteurs. D'accord ? Le mot collaborateur reflète le fait que là aussi, il y a une mutation sociologique très importante, puisqu'il n'y a plus que des fonctionnaires. Il y a aussi des agents contractuels, des gens qui sont recrutés avec un contrat de travail, comme vous, comme moi, et pas simplement des fonctionnaires. C'est aussi une source d'innovation et de changement profond au sein du tissu social. Et enfin, bien évidemment, la Poste, comme toutes les entreprises qui veulent se développer, s'est dotée d'un projet stratégique qui s'appelle Ambition 2015 au niveau du corporate, donc la structure qui chapeaute les 4 métiers, et qui est déclinée au sein du métier courrier en 2015, Réinventons le courrier. Cette notion de réinvention, elle est importante parce qu'elle est... C'est parce qu'on cherche à se réinventer qu'il est important d'avoir une grille qui va accompagner ces différentes réinventions. La grille qu'on s'est choisie, à la fois au niveau du corporate et au niveau de chacun des métiers, c'est une grille de développement responsable. Cette fameuse grille qu'on connaît tous, c'est-à-dire à la fois une préoccupation écologique. Vous imaginez bien qu'un groupe qui distribue 27 milliards d'objets par an, qui fait rouler beaucoup de voitures, beaucoup de camions, beaucoup de trains, qui fait voler beaucoup d'avions, ne peut pas passer à côté des questions écologiques pour mesurer d'abord, puis réduire son empreinte environnementale. Nous avons une obligation économique, à la fois celle de gagner suffisamment d'argent pour être autonome financièrement, mais aussi de jouer un rôle, on le verra, local et national, dans l'animation de l'économie. Et enfin, un rôle social, à la fois parce que nous avons beaucoup de salariés, donc il faut absolument avoir une réflexion sur le développement des métiers de ces salariés, le bien-être au travail de ces salariés, mais aussi parce que la Poste est présente partout, sur tout le territoire français, et qu'elle ne peut pas opérer des mouvements sans prendre en compte les équilibres avec les parties prenantes. Donc c'est autour de cette grille à 3 composantes que nous avons organisé... Mon micro tombe. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas pourquoi il tombe. D'accord. Merci. Vous voyez aussi que quand on essaie de concilier de l'économie, du social et de l'environnemental, là, on est souvent en gestion de contradictions, voire de paradoxes. C'est là que l'innovation managériale, le courage, la vision sont nécessaires pour dépasser ces apparents paradoxes. Je l'expliquais, on est partout présent en France et parfois dans des endroits où économiquement on n'aurait pas à y être. Et pourtant on va y rester parce que socialement on ne peut pas partir. On est un très grand groupe en termes de taille et pourtant il nous faut parfois décider très rapidement quand Internet arrive dans le champ de la communication et qu'on ne peut pas se contenter de dire « mais le papier c'est formidable ». Il faut qu'on démontre que le papier a toute sa place dans un univers où effectivement le numérique a apporté beaucoup de bonnes choses, en lui définissant sa bonne place et en le conciliant avec les autres supports qui existent. Donc là encore, vous le verrez, on n'a pas fait le choix de ne défendre que le papier, puisque c'est notre métier historique dans le métier courrier. On a pris le défi du numérique comme une opportunité de mieux rendre à nos clients un service, de leur offrir le meilleur plan de communication, parfois à base de supports imprimés, parfois à base de supports électroniques, dans le respect de leurs propres objectifs. Mais là encore, c'est compliqué pour des salariés historiques de comprendre à un moment qu'Internet n'est pas un concurrent, qu'Internet est une opportunité, alors que ça pourrait être vécu comme une apparente contradiction. Fondamentalement, ces deux supports sont complémentaires et c'est quand on a compris ça qu'on peut construire une réponse innovante aux évolutions des besoins des annonceurs. Nous avons aussi, alors ça c'est, je dirais historiquement, la Poste est une ancienne administration et est restée un monopole de fait, à défaut de l'être de droit. La tentation, quand on est monopole, c'est de n'écouter personne, puisqu'on a la force de la taille et qu'on se dit, moi, les clients, ils prendront ce que je leur offre. Donc le pari managérial, là aussi, a été de concilier les atouts d'un monopole avec une écoute extrêmement forte de ce qui se passe autour. Écoute des clients, écoute des parties prenantes, bien évidemment écoute des salariés, pour construire une innovation, non pas en vase clos, mais bien en résonance avec ce qui se passe sociologiquement au sein des salariés et puis économiquement dans toute la société.
Nous avons construit une démarche d'innovation, d'écoute des idées des postiers à travers, là il faut quelques mécanismes qui permettent de drainer, de canaliser les bonnes idées des salariés, des démarches d'innovation, conduite à la fois au siège, conduite sur le terrain, conduite tant dans la maison mère que dans les filiales, puisque dans les métiers que je vous ai présentés, il y a à chaque fois un cœur qui est la maison mère et puis des filiales. Par exemple, au courrier, Mediapost est une filiale du courrier qui en a d'autres. D'accord ? On reviendra quand je présenterai les offres. Et la confrontation avec les parties prenantes a été un choc culturel extrêmement salutaire. Se dire que le WWF est un allié de la Poste, c'était une audace, c'était un pari audacieux, car en travaillant avec eux, nous avons pris le risque de montrer nos pratiques pour pouvoir bénéficier du savoir de cette organisation non gouvernementale pour améliorer nos pratiques sur tout ce qui est papier. Nous avons beaucoup travaillé à Mediapost avec l'ADEME pour mettre en place des référentiels d'éco-conception de nos offres. Là aussi, le fait de s'appuyer sur des experts externes pour faire évoluer des pratiques internes, c'est une condition nécessaire et ce n'est que le fruit d'une audace ou d'une volonté managériale parce que spontanément, on peut penser que, vu qu'on est la Poste, on sait. Mais profondément, on ne sait pas. On ne sait pas parce que les attentes des consommateurs, les attentes de la société évoluent vite. Et si on n'a pas les bons capteurs, on peut très vite, même en étant très gros, être décalé et donc être obsolète. Ecofolio, j'y reviendrai. Ecofolio, vous le savez peut-être, c'est l'éco-organisme des papiers. La Poste, très tôt, s'est engagée dans le financement du recyclage du papier. Nous distribuons 27 milliards d'objets. Vous comprenez bien que si les Français ne trient pas dans la bonne poubelle le courrier une fois qu'il est lu, il y a un énorme gâchis de matière. Donc se mettre en situation d'aider l'éco-organisme à trouver de l'argent pour inciter les collectivités locales en bout de chaîne à recycler le papier plutôt que de le brûler ou de l'enfouir, ça suppose du courage, parce qu'on peut se dire, oui, mais alors l'éco-contribution payée par les annonceurs pour financer ce recyclage, ça renchérit le coût du média, donc ça va nous faire perdre du chiffre d'affaires. Peut-être, mais en tout cas, si on ne le fait pas, le papier sera discrédité sur le plan environnemental et sera sorti des plans de communication par des annonceurs qui se diront, je ne peux pas prendre le risque de contrarier mes clients en utilisant un support qui serait taxé de polluant. Donc vous voyez ce travail de partie prenante, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment à un moment se dire la puissance ne suffit pas à garantir la pertinence de ce qu'on va décider. Et la meilleure façon de rester en phase avec son marché et avec ses alliés, c'est de les écouter et c'est de co-construire avec les clients, bien sûr, et avec les postiers. Et avec les parties prenantes, vous verrez que tout ça, c'est matérialisé par des démarches très construites. Sur l'aspect économie, nous sommes un groupe qui fait la promotion du média courrier comme média premium de la relation client. On a beau parler de kilomètres, de boîtes aux lettres, de camions, profondément, le métier de la Poste est un métier de service. Et vis-à-vis des entreprises, nous sommes un partenaire incontournable de leur propre communication à l'égard de leurs clients, à l'égard des consommateurs. Pour innover, il a fallu intégrer le numérique, je l'ai dit tout à l'heure, parce que si on s'était contenté de dire le papier c'est formidable, le papier c'est super, sans proposer des offres numériques, on n'aurait pas été crédible et surtout on n'aurait pas été responsable, puisqu'on aurait privé nos clients de toute une partie des outils de communication aujourd'hui disponibles. DocaPost, qui est l'équivalent de Mediapost, mais sur le courrier d'affaires, permet aujourd'hui de proposer des échanges numériques sécurisés. Là encore, la marque La Poste porte des obligations et des valeurs de confiance. Il était important qu'en rentrant dans le domaine du numérique, La Poste garantisse sur ces échanges-là la même confiance, la même confidentialité que ce qu'elle garantit sur les échanges papier. Nous avons une autre filiale Digipost dont la création a été douloureuse en interne au sein du courrier, puisque c'était faire entrer le loup dans la bergerie. Quoi, mettre Internet, mais c'est concurrent du papier, pourquoi est-ce qu'on fait de l'Internet ? Mais au contraire, l'Internet va nous permettre de crédibiliser la place du papier partout où le papier est plus favorable aux usages qu'on veut lui faire jouer, et là où il est moins performant que les supports numériques, nous sommes capables de proposer ces supports numériques. Donc nous laissons le choix à nos clients et nous exerçons notre métier de conseil en relation client de façon exhaustive. La lettre verte, les préoccupations environnementales sont très importantes. Dans le bilan énergétique de la Poste, il y a le coût CO2 des avions.
Donc la Poste va lancer en octobre la lettre verte, qui est une façon de laisser au consommateur le choix de décider d'envoyer une lettre qui n'arrivera que en J+2 par rapport à l'offre rapide qui est J+1, parce que cette lettre va emprunter la route ou le fer. C'est une façon, là encore, en laissant le choix au consommateur, de rendre possible l'envoi d'une lettre moins coûteuse sur le plan environnemental que lorsqu'elle est envoyée pour être reçue en J+1, le jour d'après. De la même façon, la lettre en ligne, c'est une façon technologique de permettre l'impression d'un courrier au plus près du destinataire. Là encore, le papier est toujours présent, mais son impact environnemental est réduit. On laisse le choix à l'émetteur de la façon et du délai avec lequel il veut toucher son destinataire. Et enfin, ça c'est dans la filiale Mediapost dans laquelle je travaille, nous commercialisons de l'imprimé publicitaire, du prospectus. Il nous a semblé indispensable de pouvoir favoriser une passerelle entre ce prospectus ou ce catalogue et des sites Internet. Le prospectus, ce catalogue, il a une grande qualité de consultation, de facilité de consultation. Par contre, il ne donne que les informations imprimées. Avec un code 2D lu par votre iPhone, vous pouvez aller sur le site de l'annonceur et vous renseigner davantage que ce qui est dit sur le support imprimé. Donc là encore, on a lancé l'offre il y a quelques mois, ça marche bien et ça permet de marier le meilleur du papier et le meilleur du numérique. Ça, c'était l'innovation dans nos offres. On a aussi innové très profondément dans nos pratiques. Il fut un temps où on lançait des offres en se mettant d'accord avec nous-mêmes. Aujourd'hui, nous ne lançons des offres qu'une fois qu'elles ont reçu l'aval d'un comité, d'un référentiel marketing responsable dans lequel on va trouver l'ADEME, le comité 21, le WWF, IMS pour l'aspect social, le MEDEF, l'idée étant de garantir aux annonceurs et aux salariés que les offres lancées sont optimisées sur le plan environnemental et sont respectueuses sur le plan social. C'était difficile, il a fallu 3 ans d'acculturation en interne pour qu'aujourd'hui, il paraisse naturel à tous les marketeurs de tous les métiers de vérifier avant de lancer une offre qu'elle est bien conforme à ces 3 exigences de respect de l'environnement, de respect social et bien évidemment de respect d'efficacité pour l'annonceur. Là encore, rappelez-vous ce que je vous disais au début, on gère un paradoxe. Le plus simple pour ne pas émettre de CO2, c'est de ne rien faire. Et ne rien faire, c'est mourir. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que je réduis mon impact environnemental et mon impact social en respectant les promesses que je fais à mes clients et pour lesquelles ils me rémunèrent. Nous avons aussi fortement infléchi la démarche d'achat de façon à ce que, avec sa puissance, le groupe La Poste puisse favoriser des fournisseurs de petite taille et de grande taille qui eux-mêmes s'engagent dans une démarche de responsabilité et d'efficacité. L'éco-calculateur, ça aussi, pour réduire ces impacts, il faut les mesurer. Si vous ne savez pas ce que vous émettez comme CO2 ou comme méthane, vous ne pouvez pas raisonnablement mettre en place des plans d'action pour réduire. Et pour être responsable face aux parties prenantes, face aux tiers, il faut prouver ce que vous dites. Parce que même si la marque La Poste, a priori, suscite de la confiance, ça ne suffit pas. On est dans une époque où les risques sont tellement graves qu'il faut absolument prouver ce qu'on dit, les affirmations qu'on fait. Et enfin, là aussi, sur la partie publicitaire, prospectus, nous nous sommes rendus compte à Mediapost que finalement, grâce au Grenelle de l'environnement notamment, beaucoup d'agences et d'annonceurs disaient « Bon, ok, j'ai compris, je vais voir comment je vais réduire l'impact environnemental de mes campagnes. Mais comment je fais ?» Donc nous avons fourni, mais de façon très simple, un guide basique, j'ai envie de dire, permettant à ceux qui veulent s'engager de savoir concrètement, par exemple, je fais un ciblage de ma campagne plutôt que d'arroser toutes les boîtes aux lettres. Par exemple, je vérifie que le grammage de mon prospectus n'est pas inutilement lourd. Par exemple, je fais attention à l'encre utilisée pour permettre le recyclage en fin de vie, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une façon d'emmener partenaires, clients dans cette démarche de responsabilité environnementale sans jamais nuire à l'efficacité, puisque vous voyez bien que le ciblage d'une campagne publicitaire, c'est des rendements supérieurs à la clé. En sachant que pour un annonceur, la distribution ne représente qu'un tiers du budget. Donc si on lui permet de moins émettre d'imprimés publicitaires parce qu'on sait à l'avance qu'ils ne vont servir à rien,
parce qu'ils vont être mis dans des boîtes aux lettres de clients qui ne sont pas intéressés. Par exemple, publicité pour une tondeuse dans des immeubles, eh bien, on lui fait économiser toute la matière liée au prospectus qu'on ne va pas imprimer, et on garantit que le budget qu'il va mettre va mieux rendre, entre guillemets, que si on avait mis ça dans toutes les boîtes sans discernement. Vous pouvez comprendre aussi que dans un groupe comme La Poste, et particulièrement au sein du métier courrier, tout ça bouge beaucoup, et que la façon de construire La Poste avec les postiers, c'est de bien réfléchir sur les plans de formation. C'est-à-dire que les métiers changent, il ne faut pas que les salariés aient le sentiment qu'ils pourraient être disqualifiés. Donc la chance d'un grand groupe, c'est d'avoir les moyens d'investir dans des programmes de formation au long cours. C'est de faciliter les mobilités internes en respectant le bien-être des salariés. Je crois que ce qui s'est passé chez France Télécom aurait pu se passer n'importe où. Ça a été un signal d'alarme qui a été tiré. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut donner du temps pour que des changements qui sont inévitables pour assurer la pérennité de l'entreprise, pour que ces adaptations qui sont nécessaires se fassent sans effrayer, voire casser les salariés. Nous avons aussi, en tant que groupe public, un vrai rôle à jouer de modèle sur la diversité, d'exemple, même pas de modèle, mais d'exemplarité sur la diversité, que ce soit bien évidemment en luttant contre les discriminations, que ce soit en favorisant l'égalité homme-femme, que ce soit en donnant toute leur place aux travailleurs handicapés et en leur permettant un développement de carrière que souvent ils ne peuvent pas avoir au regard de leur formation initiale, parce que c'est un public qui a deux problèmes. Il est en général moins bien diplômé et difficile à employer. Donc cette responsabilité sociale, c'est de dire, au-delà de la loi, je recrute des personnes handicapées et je m'engage à ce qu'elles soient fidélisées dans l'entreprise et qu'éventuellement elles déroulent un parcours de carrière. Nous l'avons fait avec l'IMS et nous avons d'ailleurs obtenu, à la fois au niveau du courrier et à Mediapost, de signer la charte de la diversité, ce qui a beaucoup de sens aussi en interne pour les salariés. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que tout ce qui est performance, ça ne suffit pas à mobiliser durablement. C'est une condition nécessaire de la pérennité, mais ça ne suffit pas à faire sens. L'environnement, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. Nous parcourons beaucoup de kilomètres tous les jours, toute l'année. Donc il est important d'innover sur le dernier kilomètre, c'est-à-dire de trouver comment réduire les émissions de CO2. Très simplement, c'est de changer de nature de véhicule, dans la mesure où en France, l'énergie nucléaire représente une grande part de l'énergie. Donc effectivement, un véhicule électrique en France pollue moins qu'un véhicule thermique. C'est pas vrai partout. Quand l'électricité est produite au charbon, le véhicule électrique pollue beaucoup. D'accord ? Les vélos, assistance électrique, etc. Donc ça, c'est vrai que sur l'énergie, nous avons le président de la Poste, Jean-Paul Bailly, s'est vu confier une mission au niveau ministériel et au niveau France pour que les commandes de véhicules électriques atteignent une masse critique suffisante pour que la production s'enclenche. À charge après pour les entreprises d'acheter ces véhicules. C'est ce que la Poste fait en pointe, mais bien évidemment d'autres entreprises l'ont déjà commencé et le continueront. Nous avons aussi agi sur les pratiques. C'est vrai que l'éco-conduite, je ne sais pas si vous avez déjà été formé à l'éco-conduite, mais on peut réduire très substantiellement la consommation à partir du moment où on a les bons gestes. Pour nos facteurs, c'est fondamental. Les facteurs, quand ils sont en voiture, autant qu'ils éco-conduisent plutôt qu'ils accélèrent n'importe comment. Le ferroutage, évidemment, quand on fait rouler du courrier en train, ça émet beaucoup moins de CO2 que quand on les fait rouler en camion. Ce qu'on a fait sur les 3 rames de TGV, c'est l'équivalent d'un train, c'est 25 semi-remorques économisées. Ça économise les nuisances sonores, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de bénéfices, et ça ne nuit pas à la qualité de service, évidemment. Et enfin, chez nous, de la même façon, je dirais que vous l'avez compris, les filiales appliquent ce que le corporate et la maison mère décident, puisqu'il faut que ça diffuse dans toute cette grande organisation. Au niveau des bâtiments, évidemment, nous nous sommes engagés aussi sur l'aspect environnemental à avoir des bâtiments en basse consommation. C'est le minimum qu'on puisse faire. Nous avons aussi, nous allons lancer, alors ça c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et dont je vais d'ailleurs m'occuper, c'est tout ce qui est économie circulaire et solidaire à partir de l'utilisation de nos moyens logistiques pour, dans une première étape, récupérer le papier usagé des PME et des TPE qui aujourd'hui part dans les déchets municipaux,
sans aucune opportunité de pouvoir être recyclés puisqu'ils ne sont pas triés en amont, ce qui nous amène à importer la moitié du papier qu'on consomme en France. C'est quand même fort dommage. Donc la Poste ayant plein de camionnettes qui circulent tous les jours, il nous a paru pertinent d'aller proposer aux entreprises de récupérer leurs vieux papiers de façon à pouvoir alimenter des papetiers recycleurs pour qu'ils puissent fabriquer en France, dans les usines papetières françaises, du papier qui sera consommé sur le territoire français. Là aussi, il y aura réduction de ces flux qui partent hors d'Europe ou de ces imports qu'on doit faire puisqu'on n'a pas suffisamment de papier graphique en France. C'est un projet qu'on appelle Nouvelle Attitude, puisqu'effectivement, ça fait appel auprès des entreprises à un choix de recycler ce qui aujourd'hui est jeté et de le faire avec un partenaire qui va favoriser la réinsertion par le travail. Très important, aujourd'hui beaucoup de gens sont exclus du monde du travail. Il suffit parfois d'un petit coup de pouce, entre 12 et 24 mois, pour leur apporter un permis de conduire qu'ils n'avaient pas ou un CACES qui va leur permettre d'être manutentionnaires, pour qu'ils puissent après, en quittant l'entreprise, rejoindre le monde du travail et bien sûr faire travailler les personnes handicapées. Il nous semble que c'est la responsabilité de la Poste. C'est un très beau projet, je parlais d'économie tout à l'heure, de proximité, c'est un très beau projet d'écologie industrielle territoriale et c'est un très beau projet social qui va bien aussi avec la marque La Poste. Une fois qu'on aura réussi le papier, on peut imaginer, si ce service a du sens pour les entreprises, de récupérer les cartouches d'impression, puis de récupérer tous ces matériaux qui permettent de façon circulaire de ne pas gâcher et de réinjecter pour fabriquer des matériaux qui aujourd'hui s'en vont dans la nature et Dieu sait que c'est fort dommage. Vous l'aurez compris, je vais accélérer que tous les efforts qu'historiquement on a consentis sur le papier, on a très naturellement consenti les mêmes sur les offres numériques. Il y a eu une sorte de tour de passe-passe incroyable de la part des fabricants d'ordinateurs et de tous ces services numériques de nous faire croire qu'ils étaient non polluants alors que le papier, lui, causait la déforestation de l'Amazonie. Nous avons créé une association qui a été évoquée, qui est Culture Papier, avec toute la filière. Donc la filière graphique est une filière qui, historiquement, ne s'est jamais entendue. Et même quand la menace a été terrible de voir le papier interdit parce que trop polluant, il nous a fallu, nous, la Poste et Mediapost, beaucoup d'énergie pour dire aux papetiers, aux imprimeurs, aux agences, aux annonceurs, mettons-nous autour de la même table pour réhabiliter auprès du grand public et des entreprises la valeur environnementale du papier, sa valeur d'usage. Mettons-nous autour de la table pour mesurer la réalité de l'impact environnemental, le réduire quand il est excessif ou dire ce qu'il est quand on nous juge mal. Et communiquons, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, mes enfants me demandent si c'est pas mieux de recevoir leur journal sur Internet, parce que ça pollue moins. Donc on voit bien que partout, papier, déforestation est un lien qu'on fait encore trop souvent. Ça, c'était évident. Il faut qu'on fasse pareil sur les ordinateurs. Vous voyez, de plus en plus d'études sortent, y compris par l'ADEME, c'est-à-dire des gens qui sont sérieux. Ce n'est pas la Poste qui va dire, parce que nous, on vend du numérique, donc on n'a vraiment pas intérêt à discréditer le numérique, puisque ça a une vraie valeur d'usage. Par contre, il faut qu'on sache ce que ça coûte sur le plan environnemental pour réduire ce coût, tout comme on le fait sur le papier. La conception, la politique papier responsable, ça c'est plus standard. J'imagine que dans vos entreprises, vous avez vous aussi un approvisionnement de votre papier. Vous faites attention soit à ce que ce soit du papier recyclé, soit à ce qu'il soit fabriqué à partir de forêts dont vous êtes sûr qu'elles sont gérées durablement. En tout cas, si vous ne le faites pas encore, faites-le parce que ça incitera à généraliser des bonnes pratiques. Bon, j'ai raconté rapidement ce qu'on fait avec Culture Papier. Nous avons aussi beaucoup investi auprès des parlementaires, parce qu'il y a eu une période où on avait tous les 15 jours un amendement qui menaçait d'interdire la publicité pour des raisons environnementales. Donc il nous a paru nécessaire d'expliquer que ce n'était pas un bon argument, que souvent l'argument écologique employé servait à cacher des objectifs économiques, et qu'il nous fallait donc leur expliquer pédagogiquement comment on fait du papier, comment on recycle du papier, pour éviter qu'ils fassent des mauvaises lois qui auraient des conséquences dramatiques sur l'emploi d'une filière qui fait quand même vivre 500 000 personnes. Donc autant la filière se met la pression pour réduire l'impact environnemental de son activité, mais les fabricants d'automobiles, eux aussi, polluent. Encore une fois, toute activité économique pollue, il n'y a pas de complexe à avoir. Par contre, il faut mesurer cet impact et, bien sûr, tenter de le réduire. Nous agissons au niveau européen, c'est-à-dire que la problématique que je vous évoque sur le support papier, elle est valable dans tous les pays européens. Donc nous sommes, Culture Papier, les représentants en France de cette association européenne qui s'appelle Print Power, la force de l'imprimé. Nous avons beaucoup travaillé avec le WWF. Là aussi, c'est beaucoup d'exigences, mais c'est beaucoup de progrès.
Au bout de 3 ans, nous avons renouvelé ce partenariat parce que nous savons que grâce au WWF, nous avons fortement fait progresser nos pratiques et qu'ils ont eux aussi fortement fait progresser leur image du papier. C'est un peu, j'allais dire gagnant-gagnant, c'est une formule qui est trop banale, mais c'est vrai que le fait de se confronter à des gens avec qui, a priori, vous vous dites, mais idéologiquement, on ne va jamais s'entendre, c'est pas vrai. Au fond, au bout d'un moment, le dialogue permet le travail commun. Bon, je passe rapidement parce que j'ai largement dépassé. Ecofolio, je l'ai évoqué, cet organisme qui permet le financement du papier est un élément essentiel d'innovation dans l'économie verte. La Poste a été partenaire de cet éco-organisme pour le légitimer auprès des metteurs en marché de papier. Et nous travaillerons avec Ecofolio pour généraliser la récupération des papiers bureautiques auprès des TPE-PME. Là encore, le temps où la Poste pensait avoir seule les moyens de faire le marché est révolu. Elle le sait et elle s'organise avec différents partenaires, avec un phénomène de Lego, pour s'associer avec les bons partenaires pour atteindre différents objectifs et ne pas être fermée sur sa seule puissance. En conclusion, je dirais que nous avons toujours essayé de concilier le paradoxe potentiel entre l'innovation responsable et l'innovation efficace. L'innovation efficace, elle est nécessaire pour nos clients. L'innovation responsable est nécessaire pour tout le monde. Donc effectivement, l'intérêt, c'est d'arriver à concilier les deux dimensions. Valoriser le papier dans un monde de plus en plus numérisé. Le papier garde toute sa valeur. Les usages pour le papier ne sont plus les mêmes qu'avant. Et il appartient à la Poste d'intégrer des offres numériques à chaque fois que c'est pertinent pour ses clients et de faire sur le papier et sur le numérique les mêmes efforts d'économie environnementale et de responsabilité sociale. Nous avons bien évidemment l'obligation de développer les compétences des salariés et de leur donner confiance dans le fait qu'ils réussiront à passer ces différentes adaptations nécessaires pour faire face à un monde où quand même beaucoup de choses bougent. Et enfin, de le faire de façon très ouverte, très confiante, avec des sachants, des parties prenantes qui, pour nous challenger, ne nous sont pas hostiles. Voilà ce que je voulais vous expliquer pour un peu retracer l'histoire courte, récente de l'innovation à la Poste, parce que c'est un groupe où il se passe beaucoup de choses et où on essaie d'évoluer sans nous renier sur nos valeurs et sur notre responsabilité économique. Je vous remercie. Toutefois, pendant ce temps, je demanderai aux intervenants de la prochaine table de venir s'installer, s'il vous plaît. Nous avons déjà une question. Bonjour, je m'appelle Guru Prasad, je suis étudiant à l'ESSEC. Vous avez parlé de plusieurs exemples de progrès et d'innovation chez la Poste. Est-ce que vous avez les projets à l'international? Parce que ce que vous avez fait ici en France pourrait être transmis dans les autres pays, soit directement, soit en partenariat avec des fournisseurs comme Néo-Post. Est-ce que vous avez des projets? Alors, nous avons déjà des implantations internationales en Europe et aux États-Unis pour la partie courrier. Le colis est présent aussi sur le continent asiatique. Donc oui, cette démarche d'innovation, elle est portée partout où on est implanté. Cet aspect intégrer le numérique dans les offres et ouverture avec des partenaires extérieurs pour accompagner le développement. Je n'ai pris que l'exemple français, mais c'est valable. Si je parle de l'exemple de Mediapost que je connais bien, moi je m'occupe des filiales qu'on a au Portugal, en Espagne et en Roumanie, et ils sont dans la même dynamique que celle que j'ai exposée là. Oui, une petite question. Vous devez m'excuser l'anglicisme. Oui, bonjour, une petite question. Vous devez m'excuser l'anglicisme. Qui est le CSO de la Poste? CSO, vous mettez Chief Sustainability Officer ou Chief Social Officer? Alors, la personne qui est en charge du développement responsable s'appelle, au niveau corporate, Christine Barguin. Elle est responsable de l'intégralité des dimensions que j'ai présentées, écologie, économie. Et ensuite, dans chacun des métiers, ça a été l'impulsion donnée par le président Bailly, chacun des métiers s'est doté d'un responsable.
Alors moi, j'aime beaucoup parler de développement responsable. Donc responsable de pour responsable, c'est un peu compliqué. Ou d'un responsable RSE. Donc au sein du courrier, il s'appelle Salvatore Erba. Il est rattaché quasi directement au directeur du courrier. Et dans chacune des filiales courrier, à Mediapost, par exemple, c'est moi. Ça fait 5 ans que j'ai fortement développé cette dimension, comme je vous l'ai expliqué, parce que d'abord c'est intéressant, et ensuite on n'avait pas beaucoup le choix. Ce n'est pas Jean-Paul Bailly qui a associé ça. Jean-Paul Bailly est celui qui a impulsé la démarche, parce que sur le développement responsable, il ne suffit pas d'avoir des idées, il faut les mettre en œuvre. Donc c'est vrai que le prérequis d'avoir un patron qui impulse, ça c'est Jean-Paul Bailly, mais le fait de pouvoir traduire cette impulsion en réalisation, ça ce sont les métiers, qui sont eux en contact du terrain. Mais cette responsabilité est portée au plus haut niveau. Une dernière question. On va prendre les deux si vous avez une question. On va prendre les deux tout de suite, successivement, pour répondre et on s'arrêtera là. Bonjour. Sur l'offre numérique de la Poste, la question, étant donné le fort lien de la Poste avec le citoyen, je voulais savoir si votre point de vue sur... Parce qu'en ligne de mire, il y a quand même ce problème de coffre-fort numérique citoyen. Et je voulais savoir quel était votre point de vue, est-ce que la Poste l'envisage avec le gouvernement? Est-ce que c'est un sujet qui est en maturation côté la Poste? C'est un peu l'objet de DigiPost, d'arriver à concilier, en sachant que sur ce sujet-là, il y a deux difficultés, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire à partir de quand on a suffisamment de citoyens pour intéresser les entreprises à dématérialiser une partie de leur communication avec leurs clients, et à partir de combien d'entreprises les consommateurs vont se dire bon, ça vaut le coup parce que finalement en un seul geste ou en une seule consultation, je vais régler beaucoup de mes problèmes. Après, c'est moins avec le gouvernement qu'avec nos clients qu'on discute, puisque le lien La Poste-gouvernement est faible sur l'aspect offre, sauf pour ce qui concerne les tarifs, on est d'accord, puisqu'on est encore très réglementé, en sachant quand même que nous avons une obligation et une chance de porter la marque La Poste, et qu'effectivement, vous avez raison, on a un rapport qui n'est pas exactement le même que les autres prestataires avec les citoyens. Après, il y a un vrai problème aussi de garantir aux citoyens la pérennité de l'archivage électronique. D'où l'autorité de la Poste, mais d'où aussi un temps, je pense, de maturation pour qu'on soit tous convaincus qu'un jour, nos fichiers ne vont pas disparaître parce que, je sais pas quoi, le temps faisant son œuvre, il n'y a plus rien. Donc, quand même, une petite trace papier, c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est voilà typiquement un sujet où on a la réponse technologique, mais les usages n'ont pas évolué de façon identique. En 2 mots, oui. Une question très courte. La LRE, la lettre recommandée électronique, est à 6 € et des poussières, contre 5 € et des poussières au format papier. C'est un bug ou qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas. Je sais pas parce que, pour le coup, je travaille dans une filiale et je ne connais pas la politique tarifaire. Donc, si c'est plus cher, c'est qu'il doit y avoir plus de services, ça c'est sûr, mais je ne sais pas lesquels. Vous ne récolterez pas de nouveaux clients? Vous ne déplacerez pas le centre de gravité? Je botte pas en touche, mais à Mediapost, on ne fait pas de courrier adressé et on ne fait et donc pas de courrier recommandé. Donc je ne sais vraiment pas répondre à votre question. Par contre, si vous me laissez votre carte, je vais vous apporter la réponse, mais pas maintenant. Merci. Merci.